stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Kid. On est de retour et c'est pas n'importe qui est en studio, c'est quelqu'un qui... Il va trouver ça drôle parce que c'est pas prévu que je raconte cette histoire-là. Gabriel Nadeau-Dubois, bonjour. Bonjour. Enfin. Oui. Alors, je vais la raconter l'histoire. C'est parce que moi, je commence dans le milieu et je prends ça personnel quand les gens viennent pas en entrevue avec moi. Puis je devrais pas faire ça. Tout le monde me le dit. Il n'y a pas juste ton horaire, Rémi. Il faut pas le prendre personnel. Il y a l'horaire des autres. Et il y a quelques semaines, je suis allé voir Gabriel Nadeau-Dubois dans les couloirs de Cube et je lui ai dit « Hey, vous pouvez venir, hein? Ayez pas peur. » Puis vous êtes là. C'est oui, voilà. Ben oui. À une belle occasion. Ben oui, tout à fait. J'étais dans la rue avec vous en 2012. Ah oui? Pour vrai, oui. Content de le savoir. On était bien nombreux et nombreuses. Le sort des garçons. Oui. C'est pour ça que vous faites une sortie aujourd'hui. Oui. Ça va peut-être être l'une des dernières sorties à titre de député, j'imagine. Il n'en reste plus beaucoup. Il n'en reste plus beaucoup. Oui. Vous vous intéressez au sort des garçons. Oui. C'est quelque chose en 2026, j'imagine. Il faut prendre comme peut-être des petites pincettes pour faire ça. C'est-tu mal vu de faire ça? Bien, je pense qu'il faut faire attention. Parce qu'on vit dans une société tellement encore inégalitaire au détriment des femmes. En ce moment, les droits des femmes sont menacés au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Donc, c'est normal que ce soit un enjeu délicat. Et c'est normal Moi, je comprends l'inconfort que certaines personnes ont dans un contexte où les droits des femmes sont tellement menacés, il y a une explosion du masculinisme. Dans ce contexte-là, moi, je peux comprendre que la première réaction de certaines personnes, c'est de se dire, ben voyons, c'est-tu vraiment ça la priorité? Mais je pense qu'il faut comme aller au-delà de cette première réaction-là. Puis moi, la réflexion que je me suis fait dans les derniers mois, c'est de me dire, mais justement, si on veut lutter contre ces conceptions-là rétrogrades, si on veut protéger les droits des femmes, si on veut une société d'égalité, mais l'éducation, c'est important, puis c'est important pour tout le monde. Parce que l'éducation, c'est pas juste une manière d'avoir une bonne job. C'est aussi le développement d'esprit critique, l'accès à la connaissance, le développement d'une citoyenneté pleine et entière. Et ça, c'est bon pour les gars, c'est bon pour les filles. Et si on veut lutter, par exemple, contre le masculinisme, il me semble que l'éducation, c'est plutôt un outil. Alors moi, je pense qu'il faut comme dépasser ce premier malaise qu'on peut avoir, puis que je suis capable de comprendre, mais qu'il faut s'en préoccuper de cette sous-scolarisation grandissante des garçons au Québec et ailleurs dans le monde. Vous avez utilisé le mot dans le document que vous faites paraître aujourd'hui, ségrégation. Oui. C'est un mot dur. C'est un mot fort. C'est un mot fort qui est tiré d'ailleurs, je sais pas, mais moi j'ai reçu par la poste un livre de Christophe Allaire-Sévigny tout récemment, qui est un professeur. Puis il se les fait reprocher d'ailleurs, c'est l'usage de ce mot-là, parce que quand on pense à ségrégation, on pense évidemment à ce qui s'est passé au sud de la frontière. Vous dites qu'il y a véritablement une ségrégation? C'est le mot qui est utilisé pas seulement par M. Allaire-Sévigny, mais c'est le mot qui est utilisé dans la littérature scientifique, quand on examine la mixité sociale et scolaire dans les écoles, c'est le mot qui est utilisé partout à travers la planète pour traiter de ces questions-là. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, on peut préférer séparation à ségrégation, mais qu'est-ce que ça décrit, ce mot-là? Ça décrit le fait que dans nos écoles, au Québec, on est l'endroit au Canada où on sépare le plus les élèves qui viennent de familles riches des familles qui viennent de familles pauvres, des élèves qui viennent de familles pauvres. Autrement dit, l'école québécoise, c'est l'école où ces deux catégories d'élèves-là évoluent le plus en vase clos par rapport au reste du Canada, ce qui est un peu contraire au projet qu'on s'était donné au Québec lors de la Révolution tranquille, d'avoir une éducation nationale, une instruction nationale pour tous et toutes, pour favoriser l'égalité des chances. Ça arrive-tu par accident? Est-ce que c'est une volonté? Parce qu'on les connaît, les Québécois, vous étiez dans la rue avec eux, vous avez travaillé pour eux, vous travaillez encore pour eux. On n'est pas élitiste au Québec. On a fait une erreur. Et Guy Rocher, lors des dernières entrevues qu'il a accordées, donc ce signataire du rapport Parent, un des bâtisseur du Québec moderne, M. Rocher confessait dans ses dernières sorties publiques que c'était sans doute son plus grand regret. Le fait d'avoir, lors de la rédaction du rapport Parent, lors de la création du système d'éducation québécois, concédé au clergé, parce que c'était eux qui géraient les écoles privées à l'époque, donc d'avoir concédé au clergé le maintien d'un réseau privé confessionnel à l'époque et son financement public. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une division au sein du rapport, au sein de la commission Parent. Certains disaient qu'il faut aller jusqu'au bout de la laïcisation et de la, permettez-moi l'expression, nationalisation du système d'éducation québécois. D'autres disaient non, il faut garder un privilège à l'Église catholique d'avoir ces écoles privées financées par des fonds publics. Et c'est comme ça que le verre est entré dans la pomme, dans le fond, au nom d'une
au nom d'une concession, non pas envers l'élite ou les grands riches, là, mais c'était une concession qui était faite pour le clergé. Au fil des ans, le système privé a grandi. Et aujourd'hui, c'est près de 20% des élèves au secondaire au Québec qui fréquentent un établissement privé. Dorénavant, ils ne sont vraiment pas tous confessionnels, mais ça vient, à l'époque, donc, cette erreur originelle, ça vient d'une concession faite au clergé. Puis on a été nonchalant, puis on a laissé ça traîner. On l'a laissé et il y a eu un manque de courage politique au fil des ans. À peu près, aucun gouvernement n'a eu le courage de prendre le taureau par les cornes pour dire là, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, un système d'éducation comme celui-là? Et on est les seuls au Canada à faire ça. En même temps, tout le monde dit tout le temps ma priorité, c'est l'éducation. Ouais. François Legault est revenu en politique en disant ma priorité, c'est l'éducation. On va en parler dans quelques instants de François Legault, si vous le voulez bien. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est pas faisable ou est-ce que c'est un mensonge quand les gens disent on veut faire de notre priorité de l'éducation? On pourra revenir sur le cas particulier de François Legault, mais globalement, ce système à 3 vitesses, il a acquis au Québec le caractère d'une vache sacrée. C'est-à-dire que les partis politiques, comme la CAQ, n'osent pas s'y attaquer. Pourquoi? Et moi, je le vois sur mes médias sociaux. Vous allez le voir dans les commentaires que vous allez recevoir durant mon passage ici. Les gens se sentent très, très vite jugés. Donc, les parents qui ont choisi pour leurs enfants le privé, pas parce que c'est du mauvais monde ou, comme tu disais tantôt, parce que c'est des élitistes ou quoi que ce soit, juste parce que c'est des parents qui veulent le mieux pour leurs enfants. Mais ces parents-là se sentent jugés. Ils entendent des hommes et des femmes politiques critiquer le système et ils pensent que c'est un doigt pointé. Et cette logique-là, de la culpabilisation, où on se juge les uns les autres, c'est ce qui a tué ce débat-là au Québec. Et il faut se sortir de ça. Il faut penser au nous. Il faut se dire là, la question, c'est pas... Il faut arrêter de penser qu'on fait le procès des choix des individus. Il faut faire des meilleurs choix collectifs. Puis ça veut dire se donner un réseau scolaire commun où les fils d'avocats, d'avocates, les enfants de médecins spécialistes, les enfants de gars de la construction ou de caissières, seraient brassés ensemble dans un seul système d'éducation publique nationale. Ça ressemble à la fin du discours de Martin Luther King en 1963 à Washington. Il rêve d'un monde où les Blancs, les Noirs seront ensemble, d'où peut-être l'usage du mot ségrégation. Ouais. Est-ce qu'on a des chiffres? C'est quoi l'écart? Parce que là, c'est très théorique. Moi, j'ai vu, par exemple, que dans le public, les garçons, c'est à peu près 27% d'entre eux qui décrochent. Privé, c'est 9%. Exact. Il y a quoi d'autre là, comme écart? Globalement, pour frapper l'imaginaire des gens. L'exercice que j'ai fait dans la dernière année, c'est regarder au-delà des grands chiffres. Parce que quand vous entendez des experts ou des politiciens vous parler du retard des garçons par rapport aux filles, ils vont toujours vous donner des grands chiffres nationaux. Ils vont dire, au niveau québécois, les garçons diplôment moins, décrochent plus, vont moins au cégep, vont moins à l'université. Moi, ce que j'ai fait, c'est un exercice inédit qui n'avait pas été fait auparavant, c'est de voir ces inéquités-là, garçons-filles, où est-ce qu'on les retrouve à l'intérieur du système? Et ce que j'ai découvert, c'est que ces inégalités-là sont très inégalement réparties à l'intérieur des 3 vitesses. Donc, autrement dit, au privé ou dans des programmes sélectifs du public, souvent les écarts entre garçons-filles sont tout petits, voire insignifiants, statistiquement. Là où les écarts explosent, que ce soit en décrochage, en français ou en accès au cégep et à l'université, c'est dans les classes régulières du réseau public, la fameuse 3e vitesse, où là, on voit que les garçons et les filles sont les plus éloignés les uns des autres par rapport à tout le reste du système. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces classes-là qui affecte davantage la réussite des gars que celle des filles. Puis c'est quoi ce quelque chose? Bien, c'est la non-mixité. On peut préférer ça à ségrégation, c'est-à-dire le fait qu'on a dans ces classes-là beaucoup de gens des milieux défavorisés, beaucoup d'élèves en difficulté, et ce contexte scolaire difficile, bien, les gars et les filles n'y réagissent pas de la même manière. Les gars sont plus sensibles à leur environnement scolaire, et donc leur réussite chute. Ça, moi, je l'ai vérifié au Québec, mais il y a des études qui l'ont montré en France, en Allemagne, aux États-Unis. C'est un phénomène qu'on voit un peu partout. Je vais faire l'avocat du diable, d'accord? 27% des jeunes garçons dans le réseau public décrochent versus 9,5% dans le réseau privé. Il y a des gens qui, je pense, dans votre famille politique, seraient tentés de dire, voici une bonne raison d'investir davantage dans le réseau public et de prendre l'argent qu'on envoie dans le réseau privé et de le mettre là. Des gens qui seraient de l'autre côté vous diraient, mais c'est quoi la priorité? C'est-tu de sauver la prochaine cohorte de jeunes et l'autre d'après? Parce que si on met tout l'argent qu'on met dans le privé, dans le public, rien ne nous garantit que l'année prochaine, il y aura, on va les sauver, ces jeunes-là. L'important, c'est pas de faire en sorte qu'il y ait le moins de garçons qui décrochent? En effet. Et la raison pour laquelle il y a moins de garçons qui décrochent au privé, c'est pas parce qu'il y a dans l'air des écoles privées une substance magique ou parce que l'eau, quoique l'eau est sans doute de meilleure qualité, mais c'est pas parce qu'elle a des propriétés académiques. C'est parce que les écoles privées ont un privilège absolument incroyable, celui de choisir leurs élèves.
de les choisir directement par des tests d'admission et indirectement par un filtre qui est celui des frais de scolarité. Si les écoles publiques pouvaient choisir à qui ils enseignent et aussi choisir qui ils renvoient, qui est aussi un privilège que le privé a, que le public n'a pas, il y aurait sans doute beaucoup moins de différence dans les statistiques entre les différents réseaux. Donc, le problème, c'est ça. C'est la logique de la sélection, le tri, la non-mixité. Je fais tout pour éviter le mot ségrégation. Ben non, mais assumez-le. De toute façon, honnêtement, mon point, c'est de dire que le nœud, c'est ça. Le nœud, c'est le tri. Si on trie, forcément, on crée des conditions d'apprentissage pour certains qui sont extrêmement négative. Et l'ironie, c'est qu'on met dans les classes les plus difficiles les jeunes qui ont le plus besoin de l'école pour s'en sortir, les jeunes qui viennent du bas de l'échelle sociale, puisque les études montrent, c'est que même si on mettait les plus performants dans ces classes-là, ça ne nuirait pas à leur réussite. Or, ça aiderait beaucoup la réussite de ceux qui ont plus de difficultés. J'ai posé tantôt une question à M. Côté de la Fédération des directions d'établissement, M. Duclos, qui est professeur également sur le terrain, c'est un enseignant en classe. La question sur le fait que dans les écoles, il y a une imposante majorité de professeurs qui sont des femmes. Donc, je pense que c'est pas inexact de dire que l'éducation s'est féminisée. Puis je le dis de façon positive. Là. Je vois pas forcément de point négatif. C'est un fait observable. Est-ce que ça influence pas aussi le rapport des jeunes garçons à l'éducation? Le retard scolaire des garçons, il s'explique par plusieurs le décrochage, facteurs. Par exemple. Le décrochage, par exemple. Et dire que ce serait seulement l'école des 3 vitesses, ce serait un contresens scientifique et une absurdité totale. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est un des facteurs et que c'est une des caractéristiques de notre système qui aggrave un problème qui a par ailleurs de multiples causes. Ça va du développement du cerveau à la manière dont l'école est organisée. Et oui, je pense qu'on a le droit de poser la question de quels sont les modèles masculins que les jeunes garçons ont, y compris à l'intérieur de l'école. Par contre, il faut bien poser la question, parce que ce qui a aussi été documenté, c'est que les stéréotypes traditionnellement masculins ont tendance à éloigner les garçons de l'école. C'est quoi les stéréotypes traditionnels de la masculinité? Être actif, faire usage de la force, contester l'autorité, c'est pas des stéréotypes qui sont très compatibles avec ce qui est attendu d'un élève à l'école. Alors que les stéréotypes féminins traditionnels, c'est quoi? Être à son affaire, bien rangée, bien calme et bien studieuse. Ça prépare plutôt bien les jeunes filles à aller à l'école. Donc, il faut travailler sur les stéréotypes. Et oui, avoir des garçons, des hommes devant les classes, ça peut contribuer à déconstruire ces stéréotypes-là et dire, non, aimer la lecture, c'est pas une affaire de filles. Parce que là, je le dis de manière simple, mais je veux dire, c'est ça souvent les préjugés dans notre société. Non, aimer l'école, avoir des bonnes notes, c'est pas... Il n'y a pas de raison que ça soit vu comme moins masculin qu'être un bum, être un rebelle, puis contester l'autorité, qui en effet est souvent l'autorité d'une femme. Donc, il faut travailler sur ces préjugés-là. Ça va aider les garçons à réussir. Puis oui, avoir des hommes devant les classes, ça peut faire partie des manières de travailler ces stéréotypes-là. Il nous reste quelques minutes. Je veux qu'on parle de François Legault parce que la semaine dernière, c'était son dernier discours à titre de premier ministre du Québec. La semaine prochaine, il ne sera plus premier ministre du Québec. Je vous ai senti, peut-être pas ému, mais je vous ai senti assez... enfin, vous l'avez pris, vous étiez affecté un peu par son départ. Ça n'a pas été juste un ennemi pour vous. Bien, ça a été un adversaire pour qui j'ai toujours eu beaucoup de respect. Votre plus grand adversaire, vous avez dit. Bien sûr, mon plus grand adversaire. Ça a été un privilège. Bon, déjà, avoir le privilège de questionner le premier ministre du Québec, moi, c'est jamais quelque chose que j'ai regardé de haut ou que j'ai pris pour acquis. Toujours jugé que c'était un énorme privilège. J'ai toujours essayé d'être à la hauteur. C'est la deuxième fois que ça vous arrivait. De ce privilège-là. Oui, exact. Donc, oui, c'est vrai. Dans mon précédente vie, je l'avais fait dans un autre forum. Mais, donc voilà, fait que ça, moi, j'ai toujours pris au sérieux ce privilège-là. Puis François Legault et moi, tout nous éloigne, tout nous oppose. Nous sommes de générations politiques différentes. Il est un homme plutôt du centre-droit, de la droite. Je suis un homme plutôt de la gauche. Je viens des mouvements citoyens. Il vient du milieu des affaires. Je veux dire, on n'a pas grand-chose en commun. Sauf peut-être, justement, cet intérêt envers l'éducation. Moi, j'ai toujours senti que sa préoccupation pour l'éducation était sincère. Malheureusement, en politique, la sincérité des intentions n'est pas garante de résultats. Puis M. Legault, je pense, a eu les mauvaises priorités en éducation, réformer les centres de services, revoir la taxe scolaire, les maternelles 4 ans, ça a coûté cher. Ça a coûté beaucoup de temps, du temps qu'on aurait pu, je pense, utiliser à faire des réformes qui auraient eu un bien plus grand impact dans le quotidien des classes. Donc, les résultats en éducation ne sont pas là, mais ça ne m'empêche pas du tout de reconnaître la sincérité des intentions. Le fait qu'il ait, par exemple, encore une fois, dans son discours d'adieu, pris autant de temps à parler d'éducation,
C'est quelque chose qu'il n'était pas obligé de faire. Aucun de ses conseillers ne lui a conseillé de faire ça. On sent que c'est un homme qui était préoccupé par l'éducation. Et là-dessus, on se rejoignait, même si, voilà, le bilan, malheureusement, il est négatif. Moi, je pense que vous avez un autre point commun avec lui. Ah oui, c'est quoi? Il y a le hockey. Vous écouterez la deuxième partie de l'émission. On va recevoir Anthony Martineau. On va parler de hockey. Mais non, vous avez autre chose en commun. C'est que vous avez mûri. Et vous pourriez me dire que tout le monde mûrit, mais il y a des gens qui mûrissent d'une autre... C'est-à-dire François Legault, c'était le souverainiste qui, en grandissant, en cheminant, s'est dit « c'est moins réaliste que finalement que ce que c'était prévu. Je suis un autonomiste. » Et vous êtes d'une gauche parlable. Je sais pas parlable pour qui. Il y a des gens qui me trouvent peut-être pas parlable. Mais oui, vous dites... tout le monde mûrit. Il faut souhaiter que tout le monde soit capable de mûrir. Peut-être qu'il y en a qui ne mûrissent pas, en effet, mais je veux dire, moi, je suis entré dans la vie publique. Vous en parliez tantôt, j'avais 21 ans. J'en ai 36 aujourd'hui, alors que je quitte la politique. Si en 15 ans, je n'avais pas changé d'un iota, je pense qu'on aurait dû s'inquiéter pour moi. Je pense que c'est normal de grandir. Moi, il y a une phrase de Jean Jaurès que j'ai toujours beaucoup aimée qui disait « C'est en rejoignant la mer qu'un fleuve reste fidèle à sa source. » C'est-à-dire qu'être fidèle à soi, fidèle à ses principes, c'est pas être immobile. Si la seule manière d'être fidèle à nos origines, c'est de ne jamais changer, c'est pas ça pour moi la fidélité à soi. La fidélité à soi, c'est de rester en cohérence avec nos valeurs fondamentales, mais oui, de laisser les années puis les circonstances nous façonner, puis on devient une personne différente. Vous avez une bonne voix radio. Vous pourriez faire de la radio. Ah ouais, on pourrait faire un partenariat. Écoutez, on va s'écrire. Pareil, votre balado va bien. Ça va bien, vous êtes d'ailleurs le bienvenu. Merci beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois. Ça m'a fait plaisir. On se retrouve après la pause.